La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir apporter une information sur ces films? Sur Anaconda, surtout. Mais aussi de savoir si tu les mettais entre face à face, qui gagnerait, l'anaconda ou le requin? En termes de film, je sais, mais en termes d'animal, je sais pas. Bonne question. Bonjour à toutes et à tous, salut tout le monde, salut Manu, comment ça va? Ciao Serge, ça va et toi? Ben oui, ça va super. Toujours motivé de reprendre un nouvel épisode de La Grange, votre petit podcast qui fait découvrir ou redécouvrir le cinéma des années 90, années 90, parce que du coup on est parti sur cette vibes-là. En gros, on ressort du coffre à VHS, en fait, les bons vieux films qu'on a découverts quand on était petit, que certains on a pu voir au cinéma, mais que beaucoup, je pense, qu'on a aussi vu en vidéo ou alors directement à la télévision. Et du coup, en fait, on essaye de redécouvrir ces films, de les revisionner, et puis de se dire, mais est-ce que ces films, c'était vraiment des bons films pour ce qu'ils étaient, ou est-ce que c'était simplement de bons souvenirs? Et c'est un petit peu la question à laquelle on va tenter de répondre sur ces épisodes. On a déjà fait des précédents, donc je vous invite à réécouter les précédents épisodes qu'on a fait. On a traité du Masque, The Mask, on a fait le Pic de Dante, on a fait la Momie, on a fait Godzilla. Donc on en a déjà fait pas mal. Et là, on en a encore plein sur la liste. Donc, et là, du coup, c'est quel duo de films là, qu'on a décidé de mettre de s'attaquer? Oui, donc effectivement, on change un tout petit peu, on fait une petite variante, on va dire. On fait un petit versus en mode un film contre un autre sur bon film ou bon souvenir. C'est vraiment, c'est un peu ce que tu as dit, mais c'était juste pour préciser. Et on part du même principe que des derniers films qu'on a fait, en fait, les films des années 90. C'est ça. Et aujourd'hui, alors, c'est quoi le type de film? Donc, c'est des survival. Animaux, je sais pas, animalier, film d'horreur impliquant des animaux, quoi. On est un peu sur les animaux tueurs, les animaux qui tuent l'homme, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, les prédateurs. Comme Anaconda, le prédateur, donc premier film, Anaconda, et le deuxième, Peur bleue, sorti 2 ans plus tard. Donc on est vraiment sur un face-à-face des films. On traite de quoi? Anaconda, qui est sorti un peu avant, il est sorti en 97. Donc est-ce qu'on parle de celui-là en premier? Après on va puis après on va s'attaquer aux requins, plonger dans l'océan. Du coup, premier film, Anaconda, de Luis Loza, sorti en 1997. TriStar Pictures invites you on a journey into the grip of fear. Anaconda, le prédateur, sorti en 1997, réalisé par le réalisateur péruvien Luis Loza. Donc, avant de rentrer dans le vif du détail, enfin le vif du sujet, et de dire ce qu'on pense un peu du film, de revenir un petit peu sur ce qu'on a aimé, moins aimé, je te propose qu'on fasse un petit synopsis, rappeler un petit peu de quoi ça parle le film. En gros, on est en Amazonie, au Brésil. On suit une équipe en gros de documentalistes qui préparent un nouveau documentaire sur en fait un peuple amazonien qui vit un peu éloigné, que personne n'aurait vu ni approché. Et pour eux, ils voient une excellente exclusivité de filmer pour la première fois ce peuple qui vit complètement coupé du monde. Et pour ça, ils ont besoin de en fait remonter l'Amazone, remonter le fleuve pour les trouver. Pour ça, ils vont être guidés par une espèce de... comment on pourrait dire ça, de chasseurs, de braconniers qui trouvent sur leur chemin, qui demandent de l'aide. Et puis, ce gars affirme avoir vu déjà une fois ce peuple. Et du coup, l'équipe de documentalistes sont intéressés. Ils leur demandent, pouvez-vous nous indiquer le chemin et puis pour qu'on puisse faire notre film documentaire. Et il s'avère qu'en fait, ce gars soit un petit peu méchant quand même sur les bords. Et puis, il s'avère que lui... spoil. Après, il faut quand même leur dire que cette équipe va tomber aussi sur pas mal de péripéties, qui sont liées aussi à des serpents, quoi. Pourtant, le jeu tout en finesse de Jon Voight ne nous aurait pas fait penser que c'était le méchant. Moi, c'est clair. Tu vois sa gueule, t'aurais pas dit que c'était le méchant, quoi. Donc, effectivement, le braconnier en question, incarné par Jon Voight, qui va mener en fait Jennifer Lopez, qui est à la tête de cette équipe de tournage de documentaire, va les mener en fait.
va dire qu'il va les mener jusqu'au peuple des Shiri-Shaman, donc ce peuple justement qui recherche, mais en fait, il va aussi vouloir les amener à essayer de capturer un serpent qui s'appelle l'anaconda, un gros serpent vivant dans ces contrées, pour l'argent, hein. Je pense en gros, lui, c'est ça. Hein, il n'y a pas à chercher trop loin. Il n'y a pas à chercher trop loin, c'est un serpent assez légendaire. En plus, le peuple Shiri-Shaman qui recherche, apparemment, c'est un peuple qui vénère ce serpent guerrier, l'anaconda, donc il y a tout un truc un peu mystique. Et du coup, on va suivre les péripéties de cette bande de documentalistes qui vont mourir les uns après les autres, comme tous les bons films où il y a des bébêtes qui dévorent des gens. Donc, est-ce que c'est bien résumé ? Bah écoute, ouais, non, mais c'est pas mal. C'est ça, ils se font avoir par le braconnier, et puis t'as finalement, un peu il va spoilé les entraîner. le John Voight, mais c'est vrai vu le titre du film, et puis on imagine bien qu'il vient pas là forcément pour ce peuple. On voit qu'il leur fait à l'envers, quoi. C'est clair, quand tu vois sa gueule, c'est assez compliqué, quoi. Déjà, en plus, il cabotine pas mal, mais ça, on va revenir après sur un peu le jeu des acteurs et tout ça. Donc, non, mais excuse-moi. Ouais, c'était juste en fait, du coup, voilà, vous voyez un peu de quoi parle le film. L'anaconda va attaquer les gens les uns à la suite des autres. Il y a un schéma très habituel en fait de ce genre de film. Mais déjà, on va revenir un petit peu sur le contexte de quand est sorti ce film. Déjà, comment les premiers souvenirs qu'on est liés. Toi, par exemple, Manu, tu l'as vu comment la première fois, Anaconda ? Alors, Anaconda, je l'avais vu en VHS, mais je l'avais pas. En fait, je l'avais vu en vidéoclub. Ça fait partie de ces films, c'est vrai, on en parlait, mais l'affiche est quand même assez. Elle t'intrigue, quoi. Elle est assez intrigante. Donc, il y a juste les yeux du serpent. Les yeux du serpent sur un fond noir qui ressortent. Et puis, en gros, le texte écrit Anaconda, c'est ça. Ouais, ça perce pas mal le truc. Ouais, c'est vraiment fort, quoi. Enfin, tu vois. Oui, ça intrigue. Ça donne envie, quoi. Quand t'es gosse, ouais, t'as envie de voir, quoi. Ah, c'est clair. Et surtout que... mais j'essaie de réfléchir si à cette époque, j'avais vu peut-être d'autres films comme ça. Parce que, par exemple, Les Dents de la Mer, pour citer un autre survival animalier, j'avais pas vu. Je sais pas. Non, je pense pas trop que... D'ailleurs, à cette époque, finalement, est-ce qu'il y en avait d'autres comme ça ? Moi, pour moi, ce qui me vient, c'est Jurassic Park. Mais on est quand même dans un petit peu autre chose, quoique. Il y a quand même ce danger-là aussi. Ou plutôt, Jurassic Park, c'est plus... Pour moi, ça me fait plus penser au deuxième film qu'on va faire après Peur Bleue. Mais, oui, je comprends, parce qu'il y a un petit peu de la science et puis de la génétique aussi. Ça, des laboratoires, tu sais, complètement. Qui doivent se retrouver dans un décor. Moi, les films de monstres comme ça, moi, les souvenirs de films de monstres, alors peut-être pas forcément des monstres actuels qu'on connaît comme ça, mais moi, je me souviens, j'avais des souvenirs de vieux films, comme par exemple, je sais pas, des monstres mythologiques comme Jason et les Argonautes, mais vraiment, là, je parle vraiment des vieilleries. Ah, tu regardais qui passaient à la télé. Moi, je me souviens, j'avais ces images de Jason et les Argonautes, de Simba, de la légende des sept mers, bien comme ça. sûr. Ou à l'époque, tu regardais déjà à l'époque ça. À l'époque, quand je voyais, alors ça passait à la télé. Hein, c'est clair que dans mon entourage, mes parents et tout, ils n'avaient pas les VHS et tout, mais quand tu tombes ça à la télévision, et moi je me souviens que je voyais ces espèces de marins qui se battaient contre des monstres, tout en stop motion, des monstres légendaires certes, mais déjà. Oui, parce que c'est les films des années 60. Fin 60, oui, là on est vraiment à cette époque-là, 60 jusqu'à 70, voire même 50, fin 50, 60, tout ce qui est, je vous invite à revoir tous les films Sinbad, tout ça, de Ray Harryhausen, qui est le travail de Ray Harryhausen qui s'occupe des maquettes. 63. Alors c'est très vieux, et effectivement, moi je suis un peu comme toi, le souvenir en fait d'un film plus contemporain sur une bestiole réelle qui attaque en fait des humains, pareil, c'est Les Dents de la Mer aussi. Et j'ai pas d'autres souvenirs à part Godzilla, dont on a traité, mais qui lui est un animal purement légendaire aussi, et purement de fiction. Surtout que je me souviens pas si je l'ai vu, bon c'est un détail, mais je sais pas si je l'ai vu à sa sort. Non, en 97, non en fait, je l'ai vu plus tard, quoi. Donc j'aurais pu voir Godzilla avant, donc tu vois, parce que c'est sorti après Godzilla. Donc il n'y a pas forcément d'ordre dans lequel, tu vois, je l'ai pas vu en 97. Oui, c'est clair. Puis Godzilla, il est sorti un peu après, mais pour le coup, je sais pas toi, Godzilla, on l'a vu au cinéma. Enfin, moi, je l'ai vu au cinéma, mais alors celui-là, je l'ai pas vu au cinéma. Je me demande même en fait s'il a été procès au cinéma. Je pense que c'était pas. En Suisse, en tout cas, je sais pas. Enfin, non, je sais pense pas. Vrai, je pense que c'était un direct de tout vidéo, ce film. Alors, bon, pour donner un peu le truc, c'est que c'est quoi ce film ? En gros, c'est une petite série B
Complètement, ouais, là, C'est vraiment ça. Alors, il y a quand même un beau casting, on va dire. Alors, qui joue dedans? Voilà, c'est ça. Qui joue dedans? C'est vrai qu'il y a des grosses stars, plus stars que acteurs, en fait, hein, plus que ça. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est le premier rôle, je pense, le premier connu de Jennifer Lopez. Rien que ça. Qui est quand même. Franchement, enfin, alors. De dire qu'elle joue bien dans ce film, c'est un peu... qui joue bien dans ce film? Est-ce que c'est vraiment gentil, quoi? Mais est-ce qu'elle a besoin de faire ce film? Mais en fait, je pense que nos souvenirs plutôt à cette époque-là, Jennifer Lopez, c'était plutôt... elle est mignonne, elle est attirante. Oui, alors, moi, je me souviens il à ne cache l'époque... pas dans le film non plus. Hein. Il la caste à la base, je pense quand même beaucoup pour son physique. Ouais, mais pour sa renommée, on va dire. Mais en rôle de meneuse quand même, quoi. Ouais, dans l'équipe, cool. Elle fait pas la potiche. Ça, pour le coup, c'est une bonne chose, quoi. Ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu être pire, mais en fait, bon, comme tout le monde cabotine un peu dans ce film, Jon Voight, mais alors le premier, c'est vraiment incroyable. Pour moi, il est insupportable dans le film. J'ai envie de le buter dès le début, quoi. Il a une gueule, et pourtant, donc Jon Voight, voilà, un vieil acteur finalement. Là, il avait déjà, je pense, une 60aine d'années. Oui, complètement, ouais. Et puis, alors, c'était un vétéran, quoi. Il a joué dans Délivrance, par exemple. Oui, ces films, on peut le voir dans Hit Macadam aussi, Macadam Cowboy. Il a fait Wanted, Ennemi d'État. Enfin, il a fait tout un tas de films. Que ce soit des gros blockbusters comme Benjamin Gates ou alors Transformers dans le rôle du ministre de la Défense, là aussi au secours. Mais c'est vrai que par exemple, moi je l'aime beaucoup dans Mission Impossible, là, quand il fait le rôle de Phelps dans Mission Impossible. Oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est plutôt un bon acteur à la base, hein. Il a fait quand même des gros films. Mais surtout qu'il vient presque du nouvel Hollywood des années 70. Ouais, donc, voilà, c'est plus ça. Puis il a plus après, après il a tout testé. Hein. Je veux dire, il peut tester du nanar comme Anaconda. Comme ça fait partie de ses acteurs, quoi. À la fin de carrière, ils font nimp et puis, par contre, ils sont engagés sur leur nom, quoi, parce qu'effectivement, c'est quand même un nom connu. Ouais, complètement. Mais pour le coup, un acteur. En comparaison à Jennifer Lopez et puis Ice Cube, quand je parlais de stars, on a vraiment deux stars qui sont des stars de la chanson, des stars de la pop et du rap à cette époque-là, qui sont au sommet. T'avais Ice Cube et puis Jennifer Lopez, comme tu dis, mais Ice Cube. Ouais. Et en même temps, je me dis, c'est pas si déraisonnable que ça, parce que Ice Cube, moi, je l'ai beaucoup aimé dans Les Rois du désert. De David O. Russell avec George Clooney quand ils vont essayer d'aller choper l'or de Saddam Hussein en plein Irak. Je l'ai trouvé plutôt bon là-dedans, et moi je trouve qu'il est, je sais pas, est-ce qu'on est trop gentil avec le film, mais moi je trouve qu'il est plutôt bon aussi dans ce rôle-là. Il incarne un caméraman qui est assez rentre-dedans, voilà, qui... Et tu l'as vu en français ou... Ouais. Ah, moi aussi en français, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on le rappelle souvent, si on vous parle de ces films-là, nous on les a vus en VF, hein, la plupart du temps. Je pense qu'on était, comme à l'époque, on n'était pas accro à la VO. Non, et puis là, si je le mets en VO, il y a un truc, pour moi, ça me casse le délire un peu. Nostalgique du truc. Ça perd du souvenir, donc c'est là qu'on vous dit là pour le coup le souvenir joue beaucoup. Mais en plus il y a un point commun avec Peur Bleue, qui est dans Peur Bleue il y a LL Cool J, autre rappeur. Mais juste ouais, il y a LL Cool J, donc du coup c'était la mode. C'était la mode, hein. Ouais, c'est vrai, pour vraiment ratisser Peur Bleue 2 ans large, après, donc effectivement je pense qu'il y avait un petit, il y a quand même des points communs entre les deux films. Mais pour revenir à Anaconda, donc casting Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz qu'on a vu dans Pulp Fiction, Jonathan Hyde, on avait fait un épisode sur la momie, justement, il joue dans la momie Jumanji. Ouais. Van Belt dans Jumanji, il est excellent. Owen Wilson, ouais, et je crois que c'est la première fois que je voyais Owen Wilson à l'écran, en fait, avant qu'on connaisse que c'était Owen Wilson, hein, c'était même un de ses premiers rôles, si je dis pas de bêtises. Quand on regarde sa filmographie à Owen Wilson dans 97, c'était un de ses premiers films, hein. Il a fait Armageddon juste après, là où il s'est fait beaucoup plus connaître, mais à part disjoncté avant avec Jim Carrey, il a pas fait grand chose d'autre, quoi. C'est beaucoup plus tard en fait qu'il est devenu la grosse star bankable des comédies romantiques, enfin surtout comédie romantique après coup, tu vois. C'est plus tard. C'est plus tard. C'est plus tard. Non, c'est plus tard. Mais c'est vrai que alors tous les acteurs de ce film sont quand même... Comment décrire le film? Bon, toi, tu l'as mieux aimé que moi. C'est un nanar. Un pur nanar. C'est quand même très... Voilà, c'est limite série Z parfois. Alors, tout le monde joue... Moi, je trouve que le problème principal, c'est que, à part Jennifer Lopez peut-être, tout le monde est assez insupportable.
ils sont tous assez détestables, et surtout, même les gens qui ne le sont pas, comme Eric Stoltz, En même je temps, trouve Eric- que de par sa tête et En de même par temps, la Eric manière qu'il Stoltz- joue, il a l'air déjà prétentieux et supérieur aux autres, et du coup, ça le rend relou aussi, tu vois. Le Shiri Shaman. Mais en même temps, ce mec-là, c'est un scientifique. Est-ce qu'il peut être que prétentieux, non? Non, mauvaise blague. Mais à part ça, Eric Stoltz, en même temps, il a deux répliques au début du film, et après, on le voit plus du tout le long du film. Oui, parce quoi. qu'alors il y a Donc, une scène voilà, très c'est- marquante, moi qui m'avait bien traumatisé, là, si on veut revenir sur les trucs nostalgiques, c'est qu'il se fait attaquer. D'ailleurs, j'ai oublié par quoi, là. Ah oui, parce qu'en fait, donc, pour expliquer, l'équipe est en bateau, menée par un gars du coin, qui remonte le fleuve en fait en bateau pour essayer de trouver ce peuple. Donc ils s'enfoncent petit à Ouais, petit c'est dans leur Apocalypse pleine Now, Amazonie. Ah ouais, il y a un truc, Il y a un peu Apocalypse un Now, truc de c'est ça, la ouais. jungle. Et à un moment donné, il y a une scène où le bateau, il a une panne d'hélice, il y a un problème où des espèces de lianes sous-marines et tout qui viennent s'entremêler dans l'hélice, ils peuvent plus avancer. Et le personnage Eric Stoltz, donc c'est le docteur Stephen Cale. Donc en fait, c'est une espèce d'archéologue ou scientifique qui, eux, collaborent en fait avec l'équipe de documentalistes, va plonger dans l'eau en bouteille pour essayer d'aller défaire les lianes de l'hélice, et puis c'est là qu'il se prend un petit parasite là où je pense. Ah oui, c'est vrai. C'est juste, Enfin, voilà, tu c'est peux le ça, choper ouais, là ouais. où je pense, mais là c'était Oui, différent. c'est vrai, il est en train de. Ah, putain, en plus, ils décrivent la scène avant qu'elle arrive. Alors en fait, c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, quand Jennifer Lopez ou les autres lui disent, mais franchement, t'as pas peur de plonger là-dedans, et puis l'autre il lui dit, moi j'ai surtout peur du kandiru à tout, là, de ce petit poisson qui se glisse dans l'urètre, qui est une bestiole qui existe, sauf que c'est tout autre. Il se prend une espèce de guêpe dans la gorge qui finit par une méchante trachéo pour essayer d'extraire la guêpe en question. C'est juste, ouais, c'est vrai. Ouais, Et, donc c'est vrai, j'avais oublié ce détail. C'est vrai. Mais le truc le plus choquant là-dedans, c'est qu'en fait, effectivement, comme du coup, il n'arrive plus à respirer, John Voight, vieux vétéran Ah oui. qui a fait toutes les guerres possibles, Ah, il y va. il commence à déboîter un stylo bic, il enlève la mine, Et puis il perce. et puis voilà. du coup, il lui perce la gorge pour le faire respirer. Mais moi, cette scène, elle m'avait traumatisé, Mm. petit. J'étais là, mais c'est. Et encore aujourd'hui, je trouve elle est deg. Mais c'est marrant, mais c'est pareil quoi. On peut faire ça. Moi, C'est- je me disais, on ouais, peut mais moi aussi, faire est-ce que ça vraiment marche, en fait pour le faire respirer le gars. Ah En non, fait, ça, après c'est t'apprends que marquant. c'est une trachéo. Et puis moi, ce qui m'a marqué, c'était quand il Mais ouvre la la manière que bouche. c'est fait. Il ouvre la bouche et puis tu vois une espèce de grosse guêpe Ouais. ou un gros frelon. C'est deg. Alors c'est les frelons d'Amazonie, hein, c'est pas les guêpes qu'on a par chez nous, hein, donc c'est un gros truc noir, tu vois, qui lui extrait de la bouche. Et on dit maintenant, en revoyant le film, on l'a revu là récemment pour les besoins de l'épisode, oui, tout est over the top, mais moi je me souviens, et tout ça m'avait impressionné comme toi à l'époque, et là je pense que c'est le souvenir de l'époque où on était un peu plus facilement influençable, C'est ça. impressionnable, donc du coup ça Non, marchait alors beaucoup je pense plus, quoi. qu'il y a quand même, voilà, il y a une bonne ambiance, c'est assez sympa d'être dans la jungle. En fait, il y a déjà le décor, moi je Il y a trouve. un côté super aventure. Euh, Aventure dans la jungle, ça marche Bah, c'est super ça. bien. Quoi. Déjà rien que le décor fonctionne, je pense que c'est quand même tourné pas mal sur place, enfin même. Alors la Beaucoup, plupart des scènes ont été vraiment tournées là-bas, Ouais, vraiment c'est ça. sur le Rio Negro, je crois. Et puis se après, voit, quand même. quelques scènes plus pour les besoins studio ont été faites à LA, mais beaucoup ont tourné vraiment là-bas. Donc c'est pas comme s'ils avaient cherché plus ou moins un environnement pseudo-jungle pour faire un peu la même Non. chose. Non, ils ont vraiment tourné là-bas. D'ailleurs, à ce qui paraît, parmi les anecdotes de tournage, ça a été effectivement un tournage très compliqué. L'équipe a beaucoup souffert de la chaleur et de l'humidité. C'était vraiment... c'est un Ah bah, calvaire. tournage dans la jungle en Tournage général, de jungle, ça se complètement. termine rarement bien, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est toujours un peu compliqué quand même. Et je Et- pense qu'en plus pour une prod comme ça, petit film, voilà, petit film petite série B d'un réalisateur qui avant pas fait grand chose, après pas fait grand chose non plus. Je pense que vraiment le truc principal aujourd'hui, c'est pas donc l'Anaconda qui est quand même assez mal fait et les CGI ils sont dégueulasses. Encore Bah, que c'est pas les non C- plus les- ignoble, mais les CGI, parce ils qu'ils- piquent c'est un peu, assez ouais. limité quand même. Ils en mettent pas trop, mais bon les scènes. Non, les CGI, ils piquent, hein, carrément. Ouais, quand Mais même, c'est- quand même. Il y mais en en- a certains. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va en fait en termes de. Parce que là, du coup, là, on va un peu plus Je dirais parler. juste, pardon, mais juste pour finir, c'était que ce que je veux dire, c'est que ils en mettaient quand même pas.
il y a aussi beaucoup de physique, quoi. Il y a l'animal La plupart des plans serrés, en fait, de la tête de l'animal ont été faits miniature. en animatronique. animatronique, ouais. Et ça marche plutôt bien. Donc, en fait, alors, ce qui est génial et qui renforce un peu le côté nanar et what the fuck, c'est déjà la taille, la taille de l'anaconda. C'est réputé pour être un gros serpent, l'un des serpents les plus gros du monde, si ce n'est le plus gros, mais il faut quand même pas déconner. On est loin, en fait, du serpent qu'on voit dans le film, Ouais. qui est un serpent, t'as l'impression qu'il fait 20 mètres, il est énorme, la tête, elle fait pratiquement le double de la tête d'un homme. Ouais. Quand tu vois quand il surgit. Mais en même temps, je trouve que ça, et c'est pour ça que j'ai bien aimé le film, c'est que oui, on va pas faire un truc, parce que c'est clair que si on va faire un film avec un serpent qui attaque et puis qu'on prend des vrais anacondas et qu'on filme des vrais anacondas qui avancent à 2 à l'heure, les gens ils vont se faire chier, quoi. Donc ils font un petit peu. Non, mais aujourd'hui, on le ferait what the comme fuck. ça. On le ferait alors, on le ferait soit en CGI bien mieux fait, certainement comme ça d'ailleurs, mais Ouais. si on voulait donner un peu plus de trucs, d'intensité et tout, on ferait avec des vrais anacondas, ou des vrais serpents. Ouais, mais avec les vrais serpents, ça marcherait pas du tout. Si tu prends un Mais vrai anaconda, moi, je trouve que ça aurait pas le même effet. Alors oui, les serpents seraient gros, impressionnants, Non, mais de t'aurais toute un- façon, c'est pas ça qui est flippant dans le film, moi, je trouve. Ah ouais. Puisque l'anaconda, encore plus vu d'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait me faire flipper, mais l'anaconda ne marche pas trop, quoi. Par contre, la jungle, le fait d'être en bateau perdu et d'aller Le côté de devoir oppressant aller et sous perdu. l'eau pour, je sais pas, décoincer le bateau, et ne pas savoir sur quoi on tombe, sur quels animaux, tu te chopes des branches avec des petits serpents qui te tombent sur la gueule. Oui, Voilà, ce tout qui- ce en fait, côté-là qui marche quand même. Ce qui participe au côté assez Ça fait flippant, beaucoup du film. Ouais. c'est que l'équipe de tournage, dès qu'elle embarque à bord de ce bateau pour chercher ce peuple, en fait, c'est une succession de malchance. Il leur arrive que des merdes, en fait, ce qui Oui. déjà met une ambiance un peu compliquée. Le bateau qui tombe en panne, ils se perdent, ils rencontrent ce gars, et puis quand ils rencontrent John Voight, qui est Paul Ceron, c'est le nom du personnage dans le film, c'est déjà une accumulation de problèmes, quoi. Et puis Ouais, alors lui, dès le début, il est déjà. En fait, il est pas très sympathique. Ça, on le voit bien. Mais comme puis il a t'as vu pas ça mal de connaissances et qu'il est bon et qu'il connaît le terrain et tout, bah ils se disent bon bah on va il quand fait même. crédible, donc on va le suivre. Voilà, quoi. on va quand même le suivre. Il va vachement nous aider. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, il ouvre sa gueule. Et puis comme les autres sont tous à peu près des abrutis ou pas Jennifer Lopez, mais en fait on dirait que c'est des touristes quoi. Finalement. C'est ce Mais que c'est. complètement, parce qu'en fait, c'est une équipe, ils viennent de Los Angeles, c'est des urbains, et du coup, là, ils sont en pleine aventure pour faire ce documentaire. Et depuis qu'en fait, le personnage de Eric Stoltz, en fait, s'est pris cette guêpe, donc du coup, il est invalide. Donc du coup, il est out. Donc en fait, l'équipe de tournage, pour Lui, revenir il a un pas peu... de bol hein, dans le film. Hein. Lui, il a vraiment pas de bol, mais du coup, Dans toute l'équipe sa de carrière d'ailleurs, il a pas de bol lui. Ouais, bah... On rappelle que c'était censé être lui qui jouait dans Retour vers le futur, hein, quand même. À la base, ouais, qui devait effectivement jouer Marty McFly, enfin le personnage de Marty McFly, c'est vrai C'est que, ça. mais qui Qui a été pas- remplacé, qui a tourné plein de scènes et qui a été remplacé même après plusieurs semaines de tournage, je crois. Ouais, c'est vrai. Qui a pas du tout eu la. Alors, il a joué dans Pulp Fiction, il a joué dans 2-3 rôles, mais il est Mais pas il du s'est tout rattrapé connu. avec La Mouche 2, donc c'est bon. Quoi. S'il faut Salaud. vraiment. Et moi, je savais pas qu'il a tourné dans Masque aussi. C'est fou. Enfin voilà, on pourrait faire tout un podcast sur la carrière d'Eric Stoltz parce qu'il a fait quand même pas mal de films. Ouais, mais il a une Mais, gueule en plus. Et il a une gueule, il a un truc. Mais ce qu'il y a, le problème, c'est qu'en fait, lui qui était censé être le guide pour l'équipe de tournage, et ben en fait est out. Il lui faut un hôpital. Donc du coup, les règles ont un peu changé. Il faut effectivement trouver vite. En fait, c'est ça qui est bon de rappeler dans le contexte du film, c'est qu'à la base, l'équipe de tournage part pour retrouver ce peuple chéri chaman. Mais là, vu que le personnage d'Eric Stoltz est un peu out, il faut en fait trouver un moyen de trouver un hôpital au plus vite en fait. Donc c'est ça qui est la priorité. Sauf qu'en fait, le personnage de John Voight, le braconnier, il n'entend pas de cette façon. Ouais, lui, il a une autre mission. En Il fait. a une autre mission, il a une autre idée derrière la tête, c'est vraiment d'aller choper un anaconda. Et du coup, il va les entraîner en leur donnant de fausses indications de direction pour les emmener au plus profond de la jungle pour essayer de capturer cet anaconda, dont une fameuse scène qui se passe de nuit où il essaye justement de pêcher ce gros serpent qui jaillit de l'eau, et tu vois un énorme serpent de nuit avec un peu des projecteurs qui l'éclairent. Je trouve qu'il y a des trucs assez visuellement pas mal quand même Ah si ouais. c'est abusé. Ouais, t'as pas aimé, hein. Ah, c'est chaud quand même. Visuellement, en plus, c'est. C'est très plat, il n'y a pas de... Même en comparaison avec Peur Bleue, le deuxième film, je trouve que Peur Bleue tient mieux la route quand même. Ah, c'est vrai, parce que je trouve que... En termes de, on fera un match réalisation visuel, et même d'image,
ça marche mieux. Alors, ce qui marche, c'est quand même les couchers de soleil, les trucs, bien sûr, hein, les images de l'Amazonie, mais ça, c'est juste le décor du film. Mais après. Après, au niveau de réal, il y a des trucs assez efficaces, des caméras embarquées où tu te mets dans la tête du serpent. Moi, je trouve ça, c'est très cheesy, quoi. Ah ouais. Mais ça marche parce que tu t'es dans le serpent, au moins t'as la caméra t'as quand même qui le bouge serpent à un moment donné, faut se rendre compte du genre de film qu'on est. Je sais plus, il attaque quelqu'un et puis, bah, du coup, ça a fait pousser quelqu'un d'autre qui tombe à l'eau. Du coup, on entend le gros plouf dans l'eau, normal. Et le serpent donc tourne la tête et fait ils ont rajouté carrément le bruit, tu sais. Et t'es vraiment là, non mais attendez, ok, calmez-vous les gars. Là. T'es quand même là-dedans, quoi. Ouais, j'avoue. En fait, le serpent, il est hyper proactif. En fait, je sais pas. Il faut en fait revoir regarder des scènes d'anaconda qui sont dans la nature. Comment ça bouge, tu te dis, ça a l'air presque mignon en fait finalement. Et puis quand tu vois le film, tu vois une espèce de bestiole machiavélique qui est hyper sournoise, qui pour les besoins du film. Mais je sais pas, toi la scène de la cascade, là où t'as un des personnages qui tombe de la cascade et puis le serpent le rattrape, c'est what the fuck, c'est n'importe quoi. Mais t'as pas impressionné cette scène à l'époque? Alors, attends, parce que là on l'a revu, donc moi je me base maintenant quand même. Ouais, mais c'est vrai que. Je sais pas, non, mais pas tant que ça en fait. C'est pas un film qui m'a marqué comme certains autres à l'époque, comme Jurassic Park. Même à l'époque, clair, ça t'a pas laissé un souvenir super à l'époque. Je crois qu'à l'époque déjà, je voyais que c'était un petit film, tu vois. Voilà, un peu série B, même si je savais pas trop. Mais tu vois, il y avait, même à l'époque, tu avais quand même des films que tu étais là, ouais, c'est pas ouf, tu vois. Tu sens qu'il n'y avait pas les moyens, ou je sais pas, il y avait des problèmes. C'est clair qu'il y en a eu, ouais, correct. Moi, je suis un peu indulgent parce que j'étais en mode, je sais pas, en mode serpent à l'époque. Tout ça me fascinait. Tu vois, comment ça pouvait réagir. Même quand tu vois la bestiole, t'as un plan. Franchement, t'aimes pas ce plan de l'intérieur du serpent quand il avale le serpent et puis tu vois, la caméra est dans le serpent. Ouais. Puis... Alors, c'est nul parce que tu sens clairement. Sous l'eau, là, tu dis ? Alors, sous l'eau, tu vois, quand il a. Voilà, t'as une scène où t'as le serpent qui a réussi à gober Owen Wilson. Tu vois qu'il a un rôle très secondaire, hein, donc il se fait gober assez vite dans le film. Et puis le serpent, il passe sous l'eau, et puis tu vois en gros. Mais bon, après, en le revoyant, c'est clair, c'est n'importe quoi. Vu qu'il a avalé le mec, le serpent, quand tu le vois sous l'eau, tu vois le relief en fait du mec à travers la peau en fait du serpent. Non, mais pourquoi pas ? À l'époque, ça m'a super impressionné, j'avais super peur. Et puis en le voyant maintenant. Ouais, c'est. Surtout quand tu le vois passer, tu sens bien que il est hyper long le serpent et tu sens bien qu'à la fin de la queue, bah tu vas voir la forme du cadavre quoi. Ouais, oui, c'est ça. Tu le sens venir à 1000%, mais je l'accepte quand même. Je me dis allez, ok, pourquoi pas. Ouais, alors bah moi ça fait partie justement de trucs bons souvenirs, tu vois. Catégorie bons souvenirs. Bon souvenir. Ouais. Je peux pas dire que c'est un bon film, loin de là vraiment. Autant je peux être indulgent quand même. D'ailleurs, je suis indulgent sur Peur Bleue. Qui est pas non plus loin d'être un grand film. Justement, on va mettre c'est aussi un peu une petite série B. On va mettre Peur Bleue en opposition parce que malgré tout, Anaconda a été un super succès. C'est même devenu carrément un film culte. Il a eu suffisamment de succès pour avoir plusieurs suites. Je crois qu'il a eu 3 suites à son actif. Anaconda à la poursuite de l'orchidée de ça, sang. j'avais vu à l'époque. Ça, c'était le 2. Après, il y a eu Anaconda 3, l'héritier. Anaconda 4, la piste du sang. Donc, il y a eu 4 films. Donc, en fait, là où tu avais des soupçons de nanar dans le premier... j'ai vu David Hasselhoff. Il y a David Hasselhoff. Dans le 3 ? Oui, dans le 3. Ah ouais, d'accord. David Hasselhoff. Bon, lui, il était habitué au nanar et aux films de merde. Hein. Je pense à la fin de sa fin de carrière, c'était un peu ça. Et en fait, là, on avait un peu des soupçons dans le premier film. Quand tu vois déjà le deuxième, c'était... plus doute possible, on était clairement dans le nanar, le navet nanar. Je sais même pas si c'était plus un navet qu'un nanar. Moi, je dirais que le premier Anaconda, c'est plus un nanar qu'un navet, quoi. Mais bon. Après, c'est sympathique, hein. Je dis pas, j'ai pas passé un mauvais moment. La VF est vraiment. Alors non, elle est pas non plus complètement délirante, mais je veux dire, t'as quand même. Ouais, ah ouais, putain, ouais. Mais il y a tellement. Enfin, en plus, au jour d'aujourd'hui, de voir un personnage de Jon Voight hyper. Le sadique, mais sadique et pervers, moi je trouve que ça marche bien, il arrive bien à le faire, même si c'est un peu surjoué, je trouve qu'il apporte un côté, parce que si lui était pas là dans le film, ça aurait été beaucoup plus fade, je trouve, même avec mais alors le problème, moi je trouve, où là ça marche pas, par exemple, c'est que LL Cool J, non, pardon, Ice Cube, qui est quand même, qui est pas censé être un gentil, tu vois, entre guillemets, enfin, c'est un rappeur de NWA, donc, face à Jon Voight, mais mec, d'ailleurs j'ai noté cette... Mais tu sais, Ice Cube plutôt, hein. T'as parlé de LL Cool J, mais Ice Cube. Ice Cube, Pardon, oui, Ice Cube. Et à un moment donné, il dit, j'ai noté, parce que ça m'a fait délirer. Donc c'est Ice Cube qui dit, en VF, arrête maintenant
t'es pas marrant, ça fout la chocotte de votre truc. Ah oui. Et tu sais, il parle à John Voight comme ça. Et t'es là, mais attends, Non, en fait, il y a un truc qui marche. Enfin, c'est vraiment John Voight. Ouais, c'est le rôle du méchant, mais il prend la place à tout le monde. Et puis, Owen Wilson, tout ce qu'il veut, c'est niquer dans la forêt avec sa copine. Oui. Jennifer Lopez, finalement, elle fait quand même Il y en a, pas ils se croient grand-chose. vraiment en vacances, quoi. C'est vraiment les touristes. Comme tu disais, Ouais. c'est les touristes. Et pour la C'est petite ça. anecdote aussi sur John Voight, qui là, puis après on passera à Peur Bleue, mais ce qui est marrant, c'est que John Voight, il joue tellement le méchant que en fait, ils l'ont même complètement maquillé à coups de prothèse pour renforcer cet effet un peu dégueulasse. Donc il a vraiment une peau dégueulasse et il porte même des lentilles. Des lentilles pour lui donner un côté un peu aveugle, donc des yeux sans vie en gros. Ah, puis il fait plein de bruit, c'est horrible quand il bouge faut le voir, il a la mâchoire, il accentue la mâchoire, ouais, tu vois, je suis méchant et tout. Alors je sais que c'est pas très radiophonique, mais regardez le film. Mais apparemment voilà, moi c'était un bon souvenir, plus un bon souvenir qu'un bon film, faut être clair et précis. Alors, avec Manu, je pense que là on est d'accord. C'est clairement pas un grand film, c'est un bon nanar, franchement, moi qui me fait toujours sourire à chaque fois que je le revois. Peut-être moins pour toi, Manu, c'était même pas un bon sourire. Non, ouais, mais tu dis de l'époque, tu dis? Je sais pas, moi ça a été un bon souvenir, plutôt impressionnant. Maintenant, je le regarde je me dis oui, c'est pas un bon film, mais c'est un nanar, il faut le prendre tel qu'il est, et puis moi ça me fait doucement sourire et je le remate volontiers juste pour un petit plaisir coupable de s'envoyer un nanar. Je sais pas pour toi, c'est non, alors dans ce sens-là, oui, non, je suis d'accord. Mais comme on compare deux films, je trouve que l'autre est supérieur pour moi. Et du coup, justement, l'autre film, c'est Peur Bleue, qui est sorti en 1999, fait par un réalisateur qu'on commence à bien connaître, Renny Harlin. Ton grand copain. Mon gros copain. Mais j'aime bien Renny Harlin. Ouais. C'est bon, pour le contexte, Renny Harlin, il a fait la suite de Piège de cristal, qui était 52 minutes pour vivre, et je crois qu'il a fait aussi un autre film que je pense qu'on va traiter aussi dans l'épisode de La Grange, ça va être Cliffhanger avec Stallone, épisode aussi réalisé par Renny Harlin. Donc autant que ça soit Luis Loza ou alors Renny Harlin, déjà c'est deux réalisateurs efficaces dans les films d'action, ils ont été pris comme tels, c'est pas des grands réalisateurs mais c'est des bons exécutifs. Luis Loza. Alors Luis Loza peut-être moins, mais bon, pourtant il a fait un film avec Stallone, faudrait qu'on regarde d'ailleurs pour ce que ça peut donner. Mais Renny Harlin, en tout cas, il est beaucoup plus rompu au sujet à l'exercice de faire un film d'action efficace. Et, oui, Renny Harlin. Et Peur Bleue, je pense que tu as préféré. Donc avant de rentrer dans le contexte, de quoi ça parle Peur Bleue? Donc en fait, on suit une équipe de scientifiques qui est basée sur une espèce de plateforme pétrolière, mais en fait c'est une plateforme de recherche scientifique en plein océan qui étudie des requins génétiquement modifiés, afin de pouvoir extraire du coup la moelle épinière, enfin ce qu'ils extraient de la moelle épinière de leur cerveau en fait, qui pourrait aider ces équipes à combattre Alzheimer. En fait, voilà, maladie d'Alzheimer, problème de mémoire, tout ça, dégénérescence du cerveau, et le fait d'avoir fait ces requins génétiquement modifiés, en fait, ce qui est extrait de leur cerveau doperait et guérirait vraiment les cellules du cerveau. Donc c'est là que cette équipe en fait mènent des expériences sur les requins. Donc ils ont plusieurs bassins avec des gros requins, et donc qui dit requins génétiquement modifiés dit des énormes requins. On n'est plus sur des grands blancs qui font 6 mètres, on est sur des trucs immenses, et puis qui du coup génétiquement modifiés et dopés d'intelligence, donc super intelligents et malins, et c'est là que ça va mal tourner. Bah ouais, parce que leur création se retourne contre eux et ça va leur échapper forcément, et là on est sur un truc classique. Bah ouais, ils vont commencer à les attaquer. Et du coup, ce film, alors le premier souvenir, si on ouais. essaie de se remettre à l'époque, alors je suis pas sûr, mais je pense que moi je vois ça, genre j'ai dû voir ça sur RTL9 à la télé. Ouais, moi c'est pareil. Un direct à la télé comme ça, en le prenant de court, en voyant une scène, tu te dis putain c'est quoi ce film? C'est ça. Je pense qu'il y a un truc comme ça parce que j'ai pas le souvenir d'avoir la VHS. Bon, peut-être j'ai oublié, mais j'ai pas le souvenir d'avoir acheté la VHS, ça je suis sûr. Et maintenant on se battrait pour l'avoir. Ouais. On l'a peut-être par ici. Ouais, on l'a peut-être ici à la Je crois qu'il y en a, ouais. Mais il faut attends, ouais. Non, premier souvenir, c'était un peu voilà, je pense comme ça à l'arrache. C'est pas en plus, je pense pas qu'on en parle tant que ça de ce film, c'est pas un film qui est resté non plus je sais pas s'il est je le vois pas comme un film culte, contrairement à Anaconda. Moins connu quand même, je pense. Ouais, moins Peur connu, Bleue. moins culte, à part pour quelques petites scènes aussi, mais c'est vrai que c'est le genre de film que tu regardes toujours avec le sourire maintenant. Alors oui, parce que bon, il y a malheureusement toujours ce problème là de, si on rentre un peu dans le film, de CGI. Voilà. J'ai plaigné des CGI d'Anaconda.
Ouais. Putain, les CGI de Peur Bleue. Et là, on sentait, je pense qu'à l'époque, voilà, c'était quand même bien des années après Jurassic Park, mais pourtant, ils étaient. Enfin, maintenant, ça paraît vraiment dégueulasse. Mais à l'époque, ils en étaient, je pense, quand même assez fiers parce que c'est pas. Enfin, ils en mettent pas mal, quoi. Ah Il y a oui, vraiment, c'était Des à scènes l'époque. complètes, tout d'un coup. On les autour de connaissait ça, bien, hein. les CGI, on commençait à maîtriser un peu le truc, et puis c'est vrai qu'on voulait en foutre partout. C'est Donc, ça. Mais c'est. Alors, juste pour le contexte, sorti donc on dit en 99. 99, il y avait pas mal de pléthore de films, hein, à part ça, à l'époque, dans le genre science-fiction, parce que est-ce qu'on peut un peu considérer que c'est un peu proche de l'horreur science-fiction bon, quand tu vois qu'il y a Matrix qui est sorti la même année, il fallait arriver à rivaliser quand même. Ouais, alors effectivement. Après, non, je sais pas de quel film ça peut. Bah, alors, ça se rapproche d'Anaconda, du coup, sorti 2 années plus tôt. Oui, on teste en gros les bestioles assez mythiques du cinéma qui peuvent faire peur, comme des serpents. Il y avait aussi toute une série de films d'araignées aussi qui pouvaient être assez flippants. Et puis le requin a C'est tout à vrai, fait il y sa a eu la place, mode quoi. des araignées aussi, c'est vrai. Arachnophobe, ouais, c'est vrai. Mhm. Je pense que c'est sorti un peu avant. Mais ouais, mais pour le coup, je me demande si c'est pas Anaconda quand même qui a un petit peu voilà, relancé un peu cette mode entre guillemets, puisqu'il y a eu des suites à Anaconda aussi plus tard, mais quand même. Donc je pense que quand même c'était voilà, ça avait un peu marché ou en tout cas ça avait Tu un dis peu à Peur marqué. Bleu, Peur Bleu a eu ses suites, hein, ouais, c'est vrai. A eu quelques Non, mais suites. même Anaconda aussi, pour dire, Oui, il y a eu Anaconda a eu peut-être une petite importance, ou en tout cas, il a un peu marché. Ah oui, un peu relancé ces films efficaces voilà. que tu peux mettre direct en vidéo et puis qui Parce qu'on marchent, arrive, quoi, parce que ça marche sur des peurs communes, quand tu vas te des peurs, baigner. primales, ou quand tu- ouais. peurs primales, ouais, C'est exactement. clair, c'est clair. Alors, C'est- qui joue dedans qui Alors, joue dans Peur Bleue? alors, Parce dans que est-ce Peur qu'on a, Bleue- est-ce qu'on a un casting aussi prestigieux de stars qu'on peut la voir dans... je vois que on parlait, on peut le parler tout de suite, mais tu vois, t'as LL Cool J, Ouais. qui a un beau rôle d'ailleurs. Ouais, Pour le coup, c'est pas un surnommé rôle, le prêcheur, qui est si le secondaire. cuisinier en fait le cuisinier de la Ouais, base, parce qu'en c'est fait, on suit l'équipe de scientifiques, mais il y a aussi tout le personnel de cette base scientifique. Donc lui, c'est le cuistot qui a son perroquet là. Ouais. Scène marquante, ça, je m'en rappelais très bien d'ailleurs. Ouais, complètement pareil. Qui parle avec son perroquet. Parce qu'en fait, tout le film, ce qui est cool aussi dans ce film, je trouve, c'est le décor. Là, vraiment, c'est Ah, que, en fait, la ouais. base, elle est sous-marine. Il y a une petite partie à la surface, en fait. Pour atterrir et accéder voilà, à la base. quand ils arrivent, d'ailleurs, petite musique, t'as remarqué, un peu vachement pompé Jurassic Park, là, quand ils arrivent. Ouais, complètement. Ça ouais, m'a vachement fait penser à ça. Et puis, du coup, il y a la partie en surface et il y a toute la partie sous. sous. Musique de Trevor Rabin, encore une fois. Quoi. Trevor Rabin, Partout, ouais. quoi. Et donc, voilà, tout le film se passe finalement sous l'eau, du coup, dans la base qui est sous-marine. Et ça crée quand même une tension aussi. Et voilà, c'est oppressif. C'est de l'oppression du Ouais. fait d'être enfermé sous l'eau, que rien n'échappe. Et c'est là que c'est intéressant. Et du coup, donc c'est quand même une cuisine dans une base comme ça, dans une base scientifique, Oui. et qui est complètement sous l'eau. Donc lui c'est le cuisinier avec son perroquet. Donc il y a un petit peu un rôle un peu, voilà, c'est un peu funky. Ouais, je trouve pas que c'est un peu le mec, c'est un peu le cliché du black rigolo dans ce genre de film. Oui, au début, oui. Qui est encore C'est exercé, vrai. ouais. Sauf que, enfin, voilà, je vais pas spoiler, mais encore qu'on pourrait spoiler Peur Bleue. Mais qui pour le est coup, il a merde. un rôle plus important qu'il n'y paraît. Et puis, je trouve que ça marche bien. Ils l'ont justement. Il est pas. Enfin, en gros, c'est pas le premier à mourir, quoi. Si Non, je peux c'est dire vrai, ça c'est comme pas ça. le premier à mourir. Pourtant, on s'attendrait à ce que, voilà, ce serait cliché de le faire mourir tout de suite. D'ailleurs, est-ce qu'il meurt à la fin? Ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Mais bon personnage. Après, il y a Thomas Jane. Donc acteur connu pour Punisher, moi je le vois dans Ouais, le film. Punisher, il a fait un des soldats dans La Ligne Rouge, il a tourné dans Suspicion, il a tourné aussi dans des films pas si connus que ça, hein, Mutant Chronicles, Mist, Reaper, ça c'est tout des films qui sont pas restés vraiment dans les annales des grands films. Donc, Pour moi, c'est Christophe Lambert version américaine. ouais, voilà, c'est que quand on fait la filmographie comme... donc il a quand même tourné dans The Predator récemment, en 2018, hein, de Shane Black, mais la plupart de ses films, c'est souvent un peu des films du même acabit en fait que Peur Bleue. En fait, je pense que c'est des films à son niveau, quoi. C'est pas des gros films, c'est des directs ou vidéo. Bon, il a c'est des fait trucs Boogie assez- Night, remarque. Oui, alors peut-être, Thomas ouais, Anderson alors quand c'est il vrai, était plus c'est jeune. vrai. Mais après, c'est plus la tête. Quand je dis Christophe Lambert, c'est vraiment, je trouve qu'il a la tête Il a de la Christophe même Lambert. tête, Il a le regard un peu
un peu comment on la dit Lambert, la ouais, un peu j'allais dire qui louche, mais un peu purée, je trouve pas le mot, bref, Débile, quoi. un tout petit peu comme ça, mais bon, après il est plutôt cool, hein, dans le film. Moi je m'en rappelais très bien de ce film grâce à lui aussi, donc Ouais, ça marche quand même. Il incarne Carter Blake, un des personnages principaux. C'est une espèce d'homme de terrain qui connaît bien les requins, en gros. C'est pas un scientifique comme les autres, c'est juste un gars Ouais, c'est vrai. qui s'y connaît en requins, un peu comme ce que vous pouvez voir dans Jurassic World, le personnage dans Jurassic World là, qui manipule les raptors et qui sait parler aux Ah ouais, raptors. ouais. En gros, lui, il sait un peu parler aux requins, il les connaît, il les comprend, il trouve même des fois pas normal qu'on puisse faire des expériences sur eux, vaut mieux les respecter et puis leur foutre de la... C'est un peu le philosophe requin qui n'a pas trop la caution scientifique, comme le personnage de Saffron Burrows, donc qui incarne le docteur Susan McAllister, donc qui elle est la chef de projet en fait scientifique. Cette Elle qui est actrice pas très connue, je pense, pas très ouais. connue, moi le rare souvenir que j'ai d'elle c'est dans 3. Elle Ah ouais. incarne la femme d'Eric Bana dans 3. Mais sinon, non, moi, c'est une actrice qui m'insupporte au plus haut point. Je sais pas, c'est très. Bon, elle a un c'est rôle viscéral. difficile aussi, hein. Elle a un rôle insupportable aussi. Oui, que t'aimes détester parce que c'est la scientifique, en gros, qui passe pour celle qui respecte rien, qui c'est le progrès, la recherche avant tout, et puis qui prend un peu de haut les autres, qui prend aussi de haut le personnage de Thomas Jane. Mais on a aussi oublié aussi deux gros acteurs. Il y a Stellan Skarsgård, qui incarne un autre scientifique aussi qui meurt dans une scène mémorable, et Samuel L. Jackson, qu'on ne présente plus, Bah ouais. qui lui a ce personnage Qui en avait gros besoin d'argent là. qui avait vraiment besoin d'argent. C'est marrant parce que lui en plus il incarne le mécène de l'histoire. C'est lui en gros qui donne les thunes pour ce projet et qui a envie qui débarque sur place pour un peu voir en gros comment ça se passe, où ça en est, comment ça avance, et puis c'est là qu'il faut lui remettre plein la vue. Donc il y a aussi Renny Harlin qui fait un caméo d'un employé de la plateforme en fait. Donc si vous revoyez le film, si vous soyez attentif. Bon, après, Samuel L. Jackson, c'était aussi parce que. Attends, je cherchais le film qu'ils ont fait ensemble avant. J'ai pour un blanc tout d'un coup. Renny Harlin, Ouais, Renny Harlin et Samuel L. Jackson. au revoir à jamais. Voilà, au revoir à jamais, exactement. Ok, Ah ouais, oui, donc, alors. ouais. Ah oui, c'est Samuel Jackson aussi qui a fait un autre film avec Renny Harlin il n'y a pas si longtemps avant en fait. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ils ont tourné ensemble Au revoir à jamais. Et puis après, je pense que voilà, ils se sont bien entendus. Et puis c'est pour ça que Samuel L. Jackson a accepté, parce que c'est vrai que bon voilà, il y avait déjà Pulp Fiction, donc puis il y avait plein d'autres films, donc Samuel L. Jackson, il avait pas forcément besoin de faire ça. Mais Oui, il avait déjà son gros rôle avec Pulp Fiction, c'est vrai. Que après, c'est vrai que c'est cool qu'il soit là, parce que en vrai, ça donne un peu de ça fait un peu moins série B, je trouve. Bah, ça fait un peu pour te vendre le ça film. On va amène quand un même peu de avoir cœur. des acteurs connus pour te vendre un peu le film. Et je pense que ça C'est ça. contribue à vendre le film, Oui, outre le fait c'est qu'il y a clair. des En requins. plus, il a un rôle un peu particulier, parce que c'est un scientifique un peu. Non, c'est même pas un scientifique. Non, pas un scientifique, pardon. C'est un mécène, exactement. Il se dit, ah ouais, avec ce produit miracle, c'est clair, on va vendre plein de médocs et puis on va s'en foutre plein les poches. Et puis il a vraiment ce truc. D'ailleurs, C'est ça. et il le surjoue quand il arrive, parce qu'en fait, lui, il arrive avec la boss des scientifiques sur la plateforme. Ouais, bonjour, alors voilà, bienvenue ici, des installations. Et puis lui, il est là avec un grand sourire de putain, ta gueule, je suis riche et tout. Et je te nique. C'est clair. Il a Oui, bon, en vraiment- plus, le film joue beaucoup là-dessus. Je veux dire, Samuel Jackson, on le voit pas non plus insupportable. Il est sympa avec les employés et tout, Ouais, et puis et tout le monde le déteste. tu Et vois. tout le monde le déteste. Même dès qu'il rencontre le personnage de Thomas Jane, Monsieur Requin, là, et tout, voilà, bienvenue. Alors voilà, vous êtes venu voir un peu votre investissement, hein, c'est ça. Ouais, ils sont tous hyper Vous connaissez cyniques. Ouais, tellement. Vous Mais connaissez c'est les vrai requins? Ouais, vous connaissez pas vraiment les requins, en fait. C'est ça, c'est de la merde. Vous y connaissez Ouais, rien. non, et il puis, lui donne aucun crédit. Alors qu'en tout cas, le film nous le montre pas à la base comme comme un salopard, tu vois. Donc, mais c'est vrai que personne l'aime. Et en plus, Samuel Jackson, tu vois. Mais après, il y a des petites lunettes tu sais, un peu vraiment de gars riche et tout. Il y a un petit côté Ouais, nouveau c'est- dans. C'est des personnages autre rôle. très caricaturaux, tout est caricatural, mais c'est assez efficace parce que Renny Harlin, au moins, et là on va rentrer peut-être plus dans le côté un peu action de la chose, à partir du moment où ça dégénère un peu, on est vraiment dans un truc, vraiment un thriller de survie à suspense, où en gros, moi ça m'a fait beaucoup penser à l'aventure du Poséidon,
Je trouve qu'il a repris beaucoup de formules de l'aventure du Poséidon. C'est que le bateau se prend la vague et puis on suit une équipe de survivants qui essaie de remonter en fait les différentes parties du bateau pour éviter d'être noyés. Ils sont poursuivis par l'eau. Sauf que là... Alors c'est vrai qu'il y a tout ce truc autour de l'eau. Autour de l'eau qui monte parce qu'en fait, il y a eu un accident qui s'est passé sur la base. Tout a explosé. Ça a un peu niqué aussi la cage des requins qui ont réussi à s'échapper. Et puis en fait, l'équipe maintenant est bloquée sous l'eau et tente de en fait regagner la surface. Donc non seulement ils doivent essayer de s'en sortir pour pas mourir noyés, mais ils se sont dit, c'est pas assez impressionnant, on va rajouter des requins. Et des requins super intelligents et balèzes. Bah, c'est ça. Mais alors, tu fais bien parce que de dire ça, c'est que moi, j'ai vraiment vu qu'il y avait dans ce film, c'est ça qui est pas mal d'ailleurs, c'est qu'il y a 2 énormes dangers en fait. Il y a quand même l'eau, il y a le décor dans lequel ils sont sous l'eau, donc il y a sous l'eau. Il y a vraiment, tout peut même péter, s'il n'y avait pas de requin, voilà, la moindre vitre en fait qui pète ou machin, c'est un danger. Qui rappelle, petite parenthèse, mais d'ailleurs, en parlant, finalement, ça fait penser à Titanic aussi. Oui, il y a ça. Le bateau, l'eau qui envahit le bateau. 2 ans en arrière. Tourné dans le même décor d'ailleurs. Oui. Donc voilà, il y a un peu de ça, ça rappelle ça. Et puis effectivement, le danger des requins qui, j'imagine qu'ils ont, voilà, comment finalement mettre les requins au même niveau que les humains, puisqu'ils vont pas aller sur Terre. Donc c'est les humains qu'on met sous l'eau dans une base scientifique souterraine, enfin sous-marine. Et du coup, voilà, il y a d'ailleurs, ça donne. Enfin, moi, j'ai revu cette scène que je me rappelais bien de l'époque, où la première attaque du requin, en fait, où il y a une espèce d'énorme baie vitrée qui donne sur l'ensemble des requins, quoi. Et puis il y a il y a un gars qui tombe au début. Ça commence un peu à partir en couille en surface. Et puis en fait, en dessous, ils voient leurs collègues. Donc eux ils sont en dessous, ils sont devant la baie vitrée et puis ils voient leurs collègues se faire bouffer et utiliser si vous voulez parce qu'il était en train de se faire secourir, donc il y a un lit et tout avec le personnage de Stellan Skarsgård qui se fait attaquer par un requin. C'est ça, voilà. Allons-y, disons les choses. Et du coup lui il pète la vitre et du coup ça donne une super scène. Moi j'ai trouvé la scène, elle est trop bien. Super impressionnant. Mais déjà la taille des requins. Alors oui, c'est what the fuck, parce que alors c'est dit dans le film, oui, nos requins modifiés, forcément ils sont 3 fois plus gros qu'un requin normal, et ça tu le vois, et je trouve que c'est efficace. Ça fait vraiment un gros requin. Même quand ils en ramènent un pour essayer de lui planter une seringue, pour lui extraire un truc et tout, tu vois la taille du requin, tu dis ouais, ça marche bien quoi. C'est non, c'est efficace. Et puis surtout que tu as les prémices aux attaques. Si tu veux, tu vois aussi, parce qu'ils vont, je sais plus s'il va nourrir, ou en tout cas il va se renseigner, il va voir les requins dans leur enclos, et puis lui il est protégé par une cage. Puis en fait ils se rendent compte que déjà ils n'ont pas des réactions normales, les requins. Ils sont déjà beaucoup trop intelligents en fait. C'est ça. Ils sont en train de se coordonner pour faire une attaque, des trucs comme ça. Donc moi j'aime bien ce genre de petit film qui commence, tu sais, la pression monte progressivement. C'est vraiment le truc, c'est vous scientifiques, vous jouez avec le feu, c'est Icare, c'est le mythe d'Icare, attention, on va finir par se brûler, vous jouez avec des choses que vous allez forcément pas contrôler. Et c'est vrai qu'il y a cette scène dès le début en fait avec la cage qu'ils éprouvent au début pour savoir s'ils vont arriver à s'échapper. Je sais plus, le personnage de Samuel Jackson pose la question, mais ouais, les requins, est-ce qu'ils pourraient, s'ils le pouvaient, sauter par-dessus la clôture et tout, et puis l'autre il leur dit ouais mais ils le feraient, oui, enfin ils sont pas cons quoi. Tu dis ah ouais, alors là c'est bon, là ça va leur échapper et puis ils vont être dans la merde. Oui. Et puis après, c'est vrai que il y a plein de choses qui annoncent le film, un peu typiquement cette histoire de barrière qui serait pas assez haute et qui va revenir plus tard. On n'a pas dit que la scène d'ouverture, alors par contre, elle est assez nanardesque, quoi, je trouve. Un groupe d'amis qui sont sur un bateau en train de boire et de faire des trucs, et puis ils se font attaquer par un requin géant qui vient du coup de la base aussi. Et en fait, juste avant que genre le requin, il les attaque, mais avant qu'il se fasse bouffer, t'as Thomas Jane qui débarque et qui leur tire dessus, enfin qui tire sur le requin et qui le bute. Donc vraiment là, le gars qui débarque comme ça de nulle part au dernier moment. Inextrémiste. Bon, ça c'était ça c'est un peu, c'est pas ouf la scène d'ouverture. Mais après sinon, alors moi ça m'a beaucoup fait penser, je sais pas. Alors je disais Jurassic Park. Titanic, Titanic aussi. Titanic aussi. Le côté angoissant sous l'eau, l'eau remonte. Alien.
moi j'ai pensé à Alien, même si c'est bien plus tard, enfin bien plus tôt, mais moi ça m'a fait quand même penser ce truc. Parce qu'en fait, il y a toute la partie isolation aussi, tu vois. Oui, Claustrophobe. alors j'irais plus loin qu'avec Alien, mais lequel? Parce que moi, ça me fait beaucoup penser à Alien Résurrection, où il y a pas mal de parties aquatiques dans le vaisseau, où l'eau prend le vaisseau, et puis les aliens les suivent un peu sous l'eau. Il y a cette fameuse scène dans Résurrection où ils sont en train de nager sous l'eau parce qu'ils doivent atteindre une porte de secours, et puis ils sont obligés de la faire en apnée. Et du coup, c'est là que tu t'aperçois que les aliens en CG, ils savent super bien nager. Et moi, ça me fait penser à ça, comme les requins qui les suivent aussi derrière et tout. Il y a beaucoup ça. Mais je comprends le côté assez oppressif, que c'était un peu comme dans un vaisseau avec des coursives, des couloirs. T'es dans un vaisseau, c'est clairement ça. Ça fait très SF. Ouais. Il est juste sous l'eau, et puis en fait tout le film va... c'est là aussi ça me fait penser à Jurassic Park comme Alien, c'est que on est dans des corridors, on est dans une cuisine à un moment donné, et chaque lieu ouais, c'est ça, la cuisine comme celle des Vélociraptors dans Jurassic Park, il y a ça, complètement. Ça m'a vachement fait penser, ils utilisent vachement le décor comme argument des scènes, et puis comme surtout à chaque fois c'est une manière de renouveler un peu les attaques, tu vois. Donc d'ailleurs super, autre scène que je me rappelais de l'époque, quand LL Cool J se fait attaquer dans sa cuisine. Alors déjà ça donne lieu à 2-3 trucs pas mal, puisqu'en fait t'es dans des petits corridors, dans des petits couloirs à la base qui sont remplis d'eau là à ce moment-là, et t'as quand même un requin, donc un requin en plus. Ce qui est bien, c'est que il y a l'aileron donc contrairement à l'anaconda qui doit débarquer, qui doit sortir, c'est que là ça annonce, tu vois, il y a un truc un peu plus qui crée une tension en fait. Dans Anaconda, il joue quand même avec des petits trucs de l'eau, tu sais, qui bougent, des sons, il chope par en dessous. Moi, je trouve qu'il y avait un côté assez. Dès que t'avais les. C'est du CGI, et puis il y a une. Non mais. Je vais pas arriver à lui vendre. Mais je trouve quand même c'est un aileron, ça le fait plus, quoi. Un aileron, oui, c'est plus tendu, tu le vois au loin et tout. Après, en plus, il reva sous l'eau, donc tu sais plus où il est. Mais là, tu parles de la scène où il s'enferme dans le four. Voilà, dans le four, exactement. Super scène d'ailleurs, où tu te dis, mais attends, il y a un truc qui marche trop bien, de nouveau, sur l'aspect claustrophobique. Le four est tout petit, il est coincé là-dedans, et tu te dis, mais attends, là, franchement, il y a de l'eau à l'extérieur, il y a le requin qui l'attaque. Mais il y a un moment donné, tu vas t'en sortir, tu vois. Il y a un moment donné, je crois que le requin, il allume le four, non ? Exactement. Alors, heureusement, c'est pas trop, on sait pas trop s'il a pas fait exprès ou quoi, heureusement, mais ouais, effectivement. Il allume le four, et le gars, il commence à chauffer, et puis, il va, voilà, je vais pas spoiler toute la scène, mais la scène est trop bien, quoi. Ah oui, c'est chouette, c'est non, il y a du suspense, le fait aussi que moi j'aime beaucoup les séquences des requins, alors pas du tout réalistes pour un sou, mais le fait qu'ils se déplacent super rapidement comme des torpilles, ils arrivent, alors voilà, c'est full CG à fond. Et c'est marrant que tu parles qu'on parlait un peu de science-fiction, parce qu'il y avait un commentaire de Rainier Harling qui disait que, alors je le cite, le réel défi était que ce film n'est pas un film dans l'espace ou de science-fiction avec des créatures fantastiques, ça parle de requins. On en a tous vu sur Discovery Channel, on sait à quoi ils ressemblent et ils doivent être complètement convaincants. Et c'est là que c'est marrant, parce que je trouve que je suis un peu partagé. Je trouve pas si convaincant que ça, parce qu'on voit que c'est des requins en CG, un peu what the fuck. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, tu trouvais que ça faisait réaliste. Alors, moi j'ai pas le souvenir de m'être dit non, ça marche pas. Ouais, ça surtout s'ils l'ont fait comme ça en plein cadre, tu vois, je pense quand même que ça passait. Je suis d'accord aussi, y a ça, après aujourd'hui ça participe au plaisir que nous on a aussi, à revoir des vieux films, parce que l'aspect nostalgique de tout ça fait que, en fait, c'est comme quand tu joues à des jeux de la PS1, quoi. Tu vois. D'ailleurs, les graphismes les CG un peu cinématiques de PS1, quoi. En fait, en fait, là où le film est un peu était culte, c'était un peu à ses dépens, parce que tout le monde le moquait un peu pour ses CGI de requins un peu foireux. À l'époque, tu dis ? Je pense que tout le temps, en fait, même à l'époque et encore plus maintenant, en fait, les gens, quand ils parlent de peur bleue, je pense qu'on revient notamment avec la scène avec Samuel L. Jackson. Là il y a eu effectivement scène culte. Scène culte, et je pense à ses dépens contre lui, parce que en fait, visuellement, elle est très moche, quoi. Pour contextualiser, il y a Samuel L. Jackson qui sort un grand discours, et puis il y a un petit requin qui est passé par là, quoi. Et du coup, quand on la revoit, je l'ai revu encore récemment, ça fait sourire. Oui. C'est moche, c'est moche, mais mais même la manière que c'est fait, finalement. En plus, oui. Comme ça arrive. Alors la scène, c'est drôle, en fait. C'est un peu drôle. C'est vraiment drôle. Parce que c'est censé être émotionnel, et puis c'est quand même Samuel L. Jackson, tu vois. Quand il dit son texte, il est quand même dedans, tu vois. Un peu à la Pulp Fiction, tu vois. Et il se fait bouffer comme une merde
Alors en plein dans son Il a discours. coupé son speech en fait. Bah non. Et puis tu le sens tellement arriver parce que là encore ils ont annoncé le truc en mode tellement, vous approchez tellement. pas trop quand même. Mais tu trouves pas que c'est comme Anaconda finalement, ces films-là, faut les prendre avec les rigolades maintenant, quoi. Ah mais c'est clair. Mais c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Je trouve Il est ils ont trop en commun mais pour moi il y en a un qui tient mieux la route quand même. Qui tient mieux la route, c'est vrai que je suis d'accord sur le côté purement technique et réel en termes de scènes d'action, et c'est là que Renny Harlin joue sa partie, où il a été très efficace dans 52 minutes pour vivre. C'est pour ça que c'est assez agréable de le regarder. Et c'est vrai qu'en termes d'action, de film d'action et les suspens, t'enlèves un peu la mauvaise CGI des requins, ça marche super bien. La scène où ils essaient de remonter la cage d'ascenseur, tout est en verticalité, ils sont un peu suspendus, il y a l'eau qui vient de toutes parts, ça joue avec la pression et tout, ça marche super, ça marche bien. J'avoue que c'est vrai que et encore maintenant, c'est assez agréable de regarder ça, quoi. Après, pour dire les trucs qui sont un peu moins bien, Alors, le CGI. Alors, voilà, CGI c'est fait. Et puis, d'acteurs. alors C'est fait aussi, hein, parce que voilà, ils jouent tous comme des billes. Hein, faut et le puis dire. mine de rien, les scènes où ils se font bouffer par les requins, ouais. Alors en plus que c'est en CGI, C'est assez la manière qui se désosse, enfin tu sais, ils coupent les gens en plusieurs morceaux. Ouais, sans plus. Quoi. C'est pas là, c'est toujours un peu la même chose. C'est pas là, il y a une scène, un des personnages fait dévorer, puis où il lui bouffe une jambe, puis la jambe, en fait, tu vois elle part un peu au loin, et puis elle a encore des. Oui, des tics, elle a des spasmes. et tout, et tu vois qu'elle est. Non, mais alors, il y a un truc que j'aime bien aussi, je pense, c'est ça, en fait, qui manque. Bah là, tu fais bien de dire ça. Parce que, entre ça, la scène à Samuel Jackson où il se fait bouffer, il y a un truc un petit peu irrévérencieux dans le film. J'irai pas jusqu'à Paul Verhoeven, tu vois, mais un petit peu dans ce style-là, un peu humour noir, enfin, tu vois. Ouais, ça veut tenter ça, ouais. Je vois ce que un tu petit veux peu. dire. Le truc, ouais, on la fait pas. Même dans la mort des personnages, voilà, il y a un peu un côté sadique en fait, parfois. Et puis, alors la scène, parce que on peut se poser la question sur quelle scène on referait plus. Et vraiment la scène qui est nulle et t'es là, ouais, bon, laisse tomber. Et puis on la referait absolument pas aujourd'hui. C'est la scène où la scientifique se déshabille, se met en sous-vêtements pour éviter le requin. Oui, ouais, parce que soi-disant t'es plus rapide, t'es plus libre de tes mouvements, mais mon cul, quoi, non, mais là, c'est pas à nous. limite si pas à nous, elle lance ses cheveux au ralenti, quoi. Ouais, Et elle est en sous-vêtements, bien foutu et tout, et elle lutte avec le requin. Mais ça c'est ringue, quoi. Ça, c'est vraiment pas. Oui, tout est over cliché, les interactions entre les personnages, les histoires qu'ils ont, c'est rigolo, tout est mais cliché, voilà. c'est rigolo. Il faut vraiment le prendre comme un bon nanar, avec des CG qui étaient pas terribles à l'époque, qui le sont encore moins moi, je suis pas maintenant. d'accord. Pour moi, c'est ouais. pas un bon nanar. C'est une petite série B, mais Anaconda est quand même c'est un plus, bon nanar. plus nanar pour toi. Voilà, ouais, clairement, ah oui. Donc au final, tu as eu un bon souvenir du film, et en le voyant maintenant, en fait, tu considères que c'est un film pas si mauvais que ça au final, quoi. Bah, à choisir, ouais. Bon film ou bon souvenir. Dans les deux, je dirais. Pour Anaconda, je dirais bon souvenir, et Peur Bleue, bon film quand même. Bon film, ouais. En tout cas, scène d'action beaucoup plus Toi, je sais maîtrisée. Bah en fait, ouais, c'est bon, pour moi, je les mets à peu près au même niveau, en fait. C'est vraiment pas des chefs-d'œuvre. Même si c'est vrai que le côté Renny Harlin fait que les scènes sont un peu plus appuyées, un peu plus soutenues quand même, et s'autorise un peu plus de fantaisie en fait dans les idées qu'Anaconda, même si Anaconda n'en manque pas, hein, tu vois, le fait le serpent il ingurgite le personnage de John Voight, puis après il le régurgite, et puis il est encore vivant, il lui fait un petit clin d'œil à Jennifer Lopez et tout plein de. Mais moi ça me fait rire maintenant. Et je me souviens à l'époque, moi ça m'avait clairement embarrassé, choqué cette scène, parce que je me dis, mais putain, mais en fait il l'a avalé, il leur crache, pourquoi il leur crache? Et en même temps il lui fait un clin d'œil, donc il est pas mort, et puis c'était profond comme réflexion. Ouais. C'était très. Mais quand t'es petit, quand t'es gosse, moi ça m'avait. Tu cherches une logique. Donc. Bon, les deux sont pas très réalistes. Hein, voilà, les deux sont pas très réalistes, mais c'est vrai que pour moi, et on va dire que Ouais. c'est plus bon souvenir que vraiment des bons films, quoi. Mais si vous voulez, en fait, vous risquez à les regarder, vous allez passer un bon moment, et je suis sûr qu'en plus, je vous connais, vous êtes de notre génération, vous les avez déjà regardés au moins 2-3 fois avec le sourire, parce que c'est quand même des bons plaisirs coupables, quoi. Alors c'est vrai que, pardon, mais c'est vrai qu'on s'était dit bon film, ça voudrait dire un film que quelqu'un qui l'a pas vu à l'époque trouverait bon. Trouverait que c'est bien, quoi. Alors En dans tout ce cas, sens-là, c'est vrai que non, c'est Ouais, un bon souvenir. c'est un bon souvenir. C'est vrai que le souvenir joue pas mal, mais Bah c'est clair. Moi oui. Quand je le revois, je revois des trucs. Voilà, je me souviens de trucs de l'époque, donc ça joue beaucoup. Mais
Ouais, donc peut-être 2 bons souvenirs, t'as raison. Donc de bons souvenirs. Alors à vous la parole maintenant, c'est à vous de nous dire par exemple, ce serait intéressant d'écouter vos commentaires, enfin de lire vos commentaires par exemple sur des personnes qui ne l'ont pas vu et qui disent effectivement est-ce que pour eux, voilà, n'ayant pas de souvenirs affectifs par rapport à ces films-là, est-ce que vous les aimez pour autant? Pour nous, vous avez compris, voilà, c'était plus des bons souvenirs que des bons films, mais nous, avec la nostalgie qui parle, eh ben, on a plaisir à les revoir. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aussi pensé de ces 2 films, Peur Bleue, Anaconda. S'il fallait mettre rivalité entre les serpents et les requins, c'est plutôt les requins qui ont gagné parce qu'il n'y a plus eu beaucoup de films avec des serpents en action en fait au cinéma. Le dernier que je me souviens, c'était des serpents dans l'avion, qui était un gros film vendu à l'époque, avec Samuel L. Jackson. Et puis après, il y a eu pour le requin, lui, il a eu une plus grande longévité parce qu'il y a eu toute la série des nanars de Sharknado qui sont sortis en direct vidéo jusqu'à maintenant. Et Meg. Et puis The Meg, voilà, le mégalodon. D'ailleurs, qui reprend aussi pas mal de choses qu'on a vues dans Peur Bleue. Là, je sais pas, il n'y a qu'un pas à se dire si Peur Bleue a laissé un héritage derrière, mais dans The Meg, tu retrouves un peu le complexe futuriste militaro-scientifique sous-sol qui étudie aussi les requins, mégalodons, tout ça. Donc, Ah, puis il y a des suites à Peur Bleue aussi. Et suite à Peur Bleue, je pense que c'est tous des DTV horribles. Oui, il y a eu Peur Bleue 2 qui est sorti alors bien plus tard. Il y a eu 3, je suis sûr qu'il y a eu un 3 en aussi. 2018. Peur Bleue 3 qui est sorti en 2020. En 2020, ouais, tu vois. Donc il y a eu quand même 2 suites. Donc pareil, ça a suivi là, le on va même... pas se risquer quand même. Non, parce que je pense que ça a suivi le même principe que les Anacondas, c'est que plus ça allait dans les films, plus c'était nanardesque au possible. Ça voulait même plus... t'avais l'impression de voir un film porno visuellement et que ça baisait pas en fait. Hein. C'était un peu... Ah ouais, et puis là c'est du fait, DTV comme on dit, donc c'est vraiment c'est des ça. trucs qui sont très cheap. Là. Rien qu'Anaconda 2, vous voyez visuellement ce que ça donne, vous voyez la gueule des acteurs, vous vous dites c'est pas possible, c'est un film de cul, ça peut pas être autrement. C'est juste que c'est un film de cul où on l'a ici, Anaconda 2 d'ailleurs. Anaconda 2, oui, en DVD. On l'a. Regardez aussi Anaconda 2. On va le poster. Incroyable, on va le poster. Mais c'est marrant quand on rentre après dans ces catégories de films où t'as l'impression que c'est des films de cul et ils ont coupé toutes les scènes de cul en fait. Et puis il reste que les scènes de contexte, donc c'est les scènes les plus chiantes et que t'as envie de zapper quoi. Bon alors du coup, semaine prochaine. Ah, est-ce qu'on tease ce qu'on va faire semaine prochaine? On a encore 2 rivalités de films, on va carrément changer d'ambiance là pour ces 2 prochains films. Ouais, là on se rapproche un peu plus de mes goûts originaux, on va dire. Oui, et on se rapproche quand même d'un grand cinéma, quand même, faut dire. Là, on s'attaque à 2 pointures. Oui, là c'est vrai qu'on change un petit peu de registre, quoi. On va parler du Silence des agneaux et de Seven. Voilà. Gros film des années 90 aussi. Film culte, clairement. Aussi bien Seven que Silence des agneaux. Donc là, on va voir si le souvenir joue plus que la qualité. Mais je pense qu'on oui, alors là, on sera un peu dans autre chose. Hein. Oui, par rapport aux autres films qu'on fait, c'est clair que voilà, on est sans trop vendre le truc, on mais sait qu'on est sur des films de qualité. Mais pourquoi ? Voilà, pourquoi aussi c'était des films de qualité et qui ont marqué. Et puis c'est toujours intéressant de revoir. Alors bon, Seven, on l'a peut-être plus en tête, mais encore que, hein, ça fait longtemps que j'ai pas revu. Ouais, j'avais moins le Silence des agneaux. Ça m'a fait un coup de le revoir parce que. Ah ouais, j'ai pas revu encore. J'avais oublié à quel point c'était glauque. Mais je pense effectivement, là on est plus dans des films quand même, voilà, beaucoup plus réputés aussi, donc ça va être intéressant un peu de changer de registre aussi. Exactement. Voilà, on arrive à la fin du coup de ce petit épisode de La Grange, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé l'épisode. Je le rappelle, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Music, Deezer, mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, on a un petit retard, on est désolé, un petit retard d'upload en fait des derniers épisodes de La Grange sur YouTube, mais ne vous inquiétez pas, on va les mettre, celui-là compris aussi. Et ce qui est bien, c'est que sur YouTube aussi, ça encourage à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé du podcast, nous dire aussi ce que vous avez pensé de Anaconda et Peur Bleue, si vous avez eu un peu les mêmes souvenirs que nous, les mêmes affects par rapport à ces films. Nous, on serait en fait super heureux en fait de lire vos commentaires et aussi d'écouter vos suggestions par rapport à d'autres films. Mais vous inquiétez pas, là la liste est longue, on en a pour toute l'année. Ouais, c'est vrai. On a suffisamment d'idées là et sur l'idée que 2 films qui ont des choses en commun et que ce soit au niveau du genre. Décennie, et puis bon souvenir. Ouais. C'est vrai qu'on est toujours dans les 90s. On est dans les 90s. C'est ça. C'est les films doudou de notre enfance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si on aime bien, on aime bien. On aime bien, voilà. Donc là, c'était plus bon souvenir. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci Manu, c'était cool de parler de tout ça avec toi. Ça fait plonger en enfance. Yes. Et puis, on vous donne rendez-vous à la prochaine pour un prochain épisode de La Grange. Ciao, ciao. Ciao.